Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une question qui revient souvent, je pense, pour ceux qui enseignent ou apprennent l'informatique. Comment on fait pour rendre l'apprentissage de concepts de programmation, qui sont parfois un peu abstraits, comment les rendre plus concrets, plus accessibles? Oui, c'est une vraie question. Et pour explorer ça, on va regarder de près une méthode pédagogique bien spécifique, l'approche utiliser, modifier, créer. On va l'appeler UMC, ce sera plus simple. Mhm. Et on s'appuie sur un exemple précis, tiré d'une ressource de Miguel de la Montagne. C'est un extrait d'e-book pour l'enseignement de Python en classe de première NSI. C'est ça, numérique et sciences de l'informatique. Exactement. Et l'exemple porte sur l'introduction des listes en Python. Un concept fondamental. Tout à fait. Donc, notre mission, si on peut dire, c'est de décortiquer un peu cette méthode UMC, comprendre sa logique en 3 temps, voir comment ça marche concrètement avec les listes Python, et puis surtout essayer d'évaluer ce qui la rend potentiellement efficace, ou peut-être aussi où sont ses limites, hein. Oui, voir les avantages et les inconvénients. C'est une approche qui promet une progression assez douce, en tout cas sur le papier. Voyons si la promesse est tenue. Alors cette structure en 3 actes, utiliser, modifier, créer, ça intrigue. Commençons par le début. Utiliser. Comment ça se présente concrètement pour quelqu'un qui découvre les listes? Alors, l'idée maîtresse de cette phase utilisée, c'est vraiment d'établir un premier contact, mais sans effrayer. C'est ça le plus important. Imaginons, on veut introduire cet outil, la liste Python, qui peut vite paraître complexe. Si on attaque direct avec la définition formelle, la syntaxe, toutes les méthodes, Oui, on perd tout le monde. exactement, on risque de noyer l'apprenant. Donc, la source, elle propose une approche beaucoup plus douce. On présente une liste déjà faite, toute simple. Ah oui. Genre, Par exemple, 10, 20, 30. On montre ça et on dit, voilà, c'est ça une liste. d'accord. On la pose sur la table, en quelque sorte, regardez cet objet, et après, qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça. Et l'étape suivante, c'est de montrer des interactions très très simples, un peu comme si on appuyait sur les 2 ou 3 boutons principaux d'une nouvelle télécommande, quoi. Hmm. On montre comment accéder à un élément. Regardez pour voir, le deuxième élément, on fait comme ça. C'est l'indexation, le fameux ma liste 1 pour avoir le 20. Ah oui, le coup du 1 pour le deuxième élément, déjà, ça c'est pas forcément intuitif au début. Justement, c'est un premier petit concept à intégrer. Et on montre aussi comment connaître sa taille. Combien il y a d'éléments dedans, la fonction len. Le but, c'est vraiment de démystifier cet objet liste, le rendre familier par une manipulation très externe, très limitée. On ne parle pas encore de la créer, ni de la modifier en profondeur. Ok. C'est une phase d'observation active, on pourrait dire. Une prise en main hyper contrôlée. Donc si je résume, l'accent est mis sur la reconnaissance et une interaction minimale. On évite volontairement la surcharge cognitive. Tout ce qui est syntaxe de création, mémorisation des fonctions au début, on oublie. On en par son index. Et là, oui, il faut introduire cette convention du zéro, c'est déjà un point clé. Oui. Et obtenir la longueur. Ça suffit pour construire une première intuition. Ok, une liste, c'est une collection ordonnée, on peut savoir combien il y a de trucs dedans et regarder ce qu'il y a à un endroit précis. C'est intéressant comme point de départ. Mais est-ce qu'il n'y a pas un petit risque que cette phase soit vue comme un peu passive, voire un peu ennuyeuse pour certains élèves qui ont envie de faire là tout de suite? C'est une excellente remarque, ça. Et c'est un écueil potentiel de l'approche UMC si cette phase est mal gérée, mal calibrée. Si elle dure trop longtemps ou si elle est vraiment trop simpliste, oui, ça peut lasser. L'équilibre est subtil. Hmm. L'idée, c'est pas de s'y éterniser, hein. C'est juste de s'assurer que la fondation, ceci est une liste, voilà à quoi ça ressemble et ce qu'on peut lui demander basiquement, que cette base est solide avant de continuer. C'est un peu comme apprendre à reconnaître les pièces aux échecs avant d'apprendre toutes les règles de dépassement et les stratégies. D'accord. Une fondation nécessaire donc. Alors une fois qu'on a utilisé, qu'on a un peu apprivoisé l'objet, on passe à modifier. Qu'est-ce qui change fondamentalement ici? Ah là, le changement, il est majeur. On passe vraiment de l'observation à l'intervention. L'objectif, c'est plus seulement de regarder ou d'extraire une info simple. C'est de transformer la liste. D'accord. C'est là qu'on commence à voir que cet objet, il est vivant, il est dynamique. L'élève va activement changer le contenu ou la structure de la liste qu'on lui a donnée à l'étape utilisée. On reste dans un cadre connu, hein, on part de la même liste simple, mais on introduit de nouvelles actions possibles. Et quel type d'action concrètement? Qu'est-ce que la source suggère de faire aux élèves à ce stade?
L'exemple dans la source est très pragmatique, très concret. On demande aux élèves de reprendre la liste initiale, disons notre 10, 20, 30, et de faire des opérations dessus. Par exemple, ajouter un nouvel élément. Allez, on ajoute 40, hop, avec la méthode .append. Ok, En supprimer un. Tiens, on enlève le 20, soit avec .remove, soit avec del. mhm. Et peut-être même la trier, la mettre en ordre, avec .sort. Chaque action montre une facette différente de la manipulation. L'ajout, la suppression, ça renforce bien l'idée que la liste n'est pas figée, qu'elle évolue. Mais le tri, avec .sort, ça introduit déjà une notion un peu plus complexe, non? Presque algorithmique. Comment ça s'intègre dans cette phase modifiée, sans redevenir trop abstrait d'un coup? C'est un point intéressant. En fait, l'introduction du tri ici, elle est vue non pas comme l'étude de l'algo de tri en lui-même, ça c'est pour plus tard, mais comme une capacité de l'objet liste. C'est, regardez, on peut demander à la liste de se ranger toute seule. On utilise la méthode .sort un peu comme une boîte noire, pour l'instant. D'accord. L'important à ce stade, c'est de montrer que la liste a des fonctionnalités intégrées qui permettent de la réorganiser. Et c'est aussi le moment parfait pour introduire explicitement le concept d'objet mutable. Ah oui, mutable, peut-être un petit mot là-dessus pour clarifier? Bien sûr. Mutable, ça veut dire simplement que l'objet peut être modifié en place après sa création. Quand on fait un point append ou qu'un point sorte sur une liste, c'est la liste elle-même qui change. Ce n'est pas une nouvelle liste qui est créée. Hmm, C'est un peu comme une liste de courses sur un papier. On peut rayer un truc, en l'ajouter un autre, directement sur la même feuille. d'accord. Alors que d'autres objets en Python, comme les chaînes de caractères, le texte ou les tuples, eux sont immutables. Si on veut les modifier, en réalité, on en crée un nouveau. C'est une distinction clé en Python. Essentiel. Et la phase modifiée, c'est le moment idéal pour l'expérimenter concrètement, pour le sentir. Je vois. Donc, modifier, c'est l'étape où on expérimente activement la flexibilité de la liste. On apprend la syntaxe de quelques méthodes importantes et on touche du doigt ce concept crucial de mutabilité. On gagne en compréhension dynamique, en fait. Exactement. On construit sur la familiarité acquise en utilisé, mais on augmente significativement le niveau d'interaction et la compréhension du comportement de l'objet. L'élève voit les conséquences directes de ses actions. Très bien. Et ça nous amène tout naturellement à la troisième et dernière étape, créer. Là, le nom est assez clair, on sent qu'on vise l'autonomie. C'est tout à fait l'objectif, oui. Après avoir observé et manipulé une liste qui existait déjà, l'étape créée, elle, vise à rendre l'élève capable de concevoir et d'écrire son propre programme. Un programme où la liste n'est plus un objet qu'on lui donne, mais un outil qu'il doit créer lui-même et utiliser pour résoudre un problème donné. C'est l'application autonome, quoi. Voilà, on passe de l'imitation et de la modification guidée à la production originale, à la création. La source donne un exemple de tâche pour cette phase créée, je crois. Il m'avait semblé assez complet. Oui, l'exemple est bien choisi parce qu'il oblige à intégrer plusieurs choses vues avant, et même un peu plus, c'est assez malin. Il s'agit de créer un programme qui demande à l'utilisateur de saisir des nombres, un par un. L'utilisateur peut en entrer autant qu'il veut. Ah, avec une condition d'arrêt. Oui, il signale la fin en tapant le mot « stop », et au fur et à mesure, les nombres qu'il entre doivent être stockés dans une liste. D'accord. Une fois que l'utilisateur a tapé stop, le programme doit calculer et afficher la somme et la moyenne de tous les nombres qui sont dans la liste. Ali, c'est un bel exercice de synthèse, ça. Il demande de jongler avec pas mal de choses en même temps. Il faut créer une liste vide au départ, gérer les entrées de l'utilisateur. Il y a une forme de boucle pour continuer la saisie jusqu'au stop. Certainement une boucle while, oui, qui vérifie ce que l'utilisateur tape. Ensuite, stockage dans la liste. Là, on réutilise ce qu'on a vu en modifié, l'ajout. Exactement, le append. Et enfin, il faut reparcourir toute la liste qu'on a créée pour faire les calculs. La somme, puis la moyenne. Tout à fait. Ça demande de savoir comment accéder à tous les éléments, donc typiquement une boucle for, et puis faire des opérations arithmétiques dessus. C'est vraiment un mini-projet en fait, qui force l'intégration des étapes UEM et qui ajoute cette nécessité de structurer un petit algorithme complet. On voit bien comment un exercice comme ça vient boucler la séquence. Mais est-ce que le saut entre modifier, où on manipule une liste donnée, et créer, où on conçoit tout ce programme de A à Z, est-ce qu'il n'est pas parfois un peu grand, un peu raide? C'est le défi principal de cette transition, vous avez raison. Comment on s'assure que les élèves sont prêts pour ça? Alors, l'exemple donné, c'est un type d'exercice créé. C'est déjà un peu costaud. Idéalement, un enseignant y proposerait peut-être plusieurs exercices de complexité croissante dans cette phase créée.
Ah, d'accord. On pourrait commencer par des trucs plus simples. Créer une liste avec 5 noms de fruits. Puis, faites un programme qui demande 3 noms à l'utilisateur et les met dans une liste. Ok, plus progressif. Voilà. L'exemple de la somme et la moyenne avec le stop, c'est déjà un bon niveau. Le succès de l'étape créée, ça dépend énormément de la progressivité au sein même de l'étape et aussi du soutien qu'on apporte. Donner des indices, aider à décomposer le problème. Faut pas voir UMC comme 3 blocs rigides, monolithiques. C'est une progression et chaque étape peut elle-même contenir une gradation interne. C'est une nuance importante, effectivement. Alors, si on prend un peu de recul maintenant sur cette méthode UMC, telle qu'on l'a vue avec cet exemple des listes, quel est d'après vous l'avantage principal, le super pouvoir de cette approche? Le super pouvoir. Je dirais que son atout majeur, c'est sa gestion très explicite de la complexité, et donc de la charge cognitive. Plutôt que de balancer d'un coup tout sur un concept, la définition, la syntaxe, l'usage, les variations, les pièges, UMC découpe l'apprentissage en phases logiques, progressives. Oui? On commence par le concret, l'observable, utilisé. On introduit la manipulation, la modification, mais dans un cadre contrôlé, modifié, et seulement après on demande l'autonomie, la résolution de problèmes, créée. Cette approche graduelle, elle peut vraiment réduire l'anxiété, le sentiment d'être dépassé, qu'on rencontre si souvent quand on apprend à coder. Mhm. Elle cherche à construire la confiance en même temps qu'elle construit la compétence. Une approche qui vise à rendre la montagne de l'apprentissage un peu moins intimidante, en traçant un sentier progressif, plutôt qu'en demandant de grimper la paroi directe. Ça semble effectivement pertinent, surtout pour des débutants, ou dans des contextes comme la NSI où le temps est compté. Oui, et puis elle met l'accent sur la compréhension avant la maîtrise technique pure et dure. En commençant par utiliser, on répond d'abord à la question 1. Mais à quoi ça sert ce truc? Oui, c'est vrai. Avant de répondre à comment ça marche en détail ou comment je le fabrique moi-même. C'est une philosophie qui peut être motivante, parce qu'on perçoit l'utilité avant de devoir fournir l'effort technique le plus important. C'est logique. Mais bon, cette approche UMC, même si elle est séduisante dans sa structure, c'est probablement pas une recette miracle universelle, j'imagine. Est-ce qu'elle a des inconvénients, des limites? Absolument. Comme toute méthode pédagogique d'ailleurs. Aucune n'est parfaite pour tout le monde, dans toutes les situations. On a déjà parlé du risque d'ennui si la phase utilisée traîne en longueur. Oui. À l'inverse, le passage à créer peut être trop brutal si les étapes d'avant n'ont pas été assez solides ou si les exercices créés sont mal choisis, mal dosés. D'accord. Un autre point, peut-être plus subtil, si on applique UMC de façon trop rigide, trop scolaire, ça pourrait potentiellement freiner l'exploration un peu libre, la créativité. Ah, comment ça? Apprendre à coder, ça passe aussi beaucoup par l'expérimentation personnelle, le bidouillage, l'essai-erreur, un peu en dehors des clous. Il faut faire attention à ce que UMC reste un guide, un cadre, mais pas une prison méthodologique. Un guide, pas une prison. J'aime bien l'image. Il faudrait donc l'appliquer avec souplesse, c'est ça? Peut-être en encourageant des explorations personnelles à côté? Exactement. On pourrait imaginer des moments un peu off, où les élèves sont invités à essayer des choses qui ne sont pas dans le script UMC, à tester les limites, à combiner les notions vues différemment. La structure UMC, elle donne une colonne vertébrale solide, mais il ne faut pas qu'elle empêche les petites excursions sur les côtés. Hmm. Et puis, bien sûr, son efficacité dépend énormément de la qualité des exemples et des exercices choisis pour chaque phase. Un mauvais exemple en phase utilisée, ça peut induire des mauvaises compréhensions dès le départ. C'est crucial. Très juste. Et si on sort un peu des listes Python, est-ce que ce schéma, utiliser, modifier, créer, il vous semble transposable à d'autres concepts en programmation, voire à d'autres domaines d'apprentissage complètement différents? Le principe de base, d'abord se familiariser, puis manipuler de façon guidée, et enfin appliquer en autonomie, ça semble assez fondamental, oui, et potentiellement très large d'application. On pourra l'imaginer pour enseigner les fonctions en Python, les boucles, les dictionnaires. Ça paraît assez direct. Oui. Mais on pourrait même penser à l'appliquer pour apprendre un logiciel complexe. D'abord utiliser les fonctions de base, U, puis modifier des paramètres, personnaliser un peu, M, et enfin créer un projet complet avec C. Ah oui, pas bête. Ou même toutes mes compétences pas du tout techniques. Apprendre une technique de négociation, par exemple. D'abord, observer quelqu'un négocier, puis s'entraîner sur des scénarios, des jeux de rôle, et enfin,
mener une vraie négociation soi-même. C'est une perspective intéressante, ça, sur l'universalité potentielle du schéma. Potentiel, oui. Parce que la question qui se pose tout de suite après, c'est est-ce qu'il faut adapter la séquence ou le contenu des phases selon la nature de ce qu'on apprend? Est-ce que UMC est aussi pertinent pour des concepts très abstraits, comme la récursivité en programmation, ou pour des paradigmes entiers, comme la programmation orientée objet? Bonne question. C'est là qu'on touche peut-être aux limites de l'universalité stricte du modèle tel quel. Voilà qui nous amène doucement vers la fin de notre discussion. On a exploré cette méthode utiliser, modifier, créer, l'approche UMC, à travers l'exemple concret de l'enseignement des listes Python. On s'est basé sur la ressource de Miguel de la Montagne, on a vu sa logique progressive, ses avantages potentiels, notamment pour gérer la charge cognitive, Oui, mais aussi quelques points d'attention, quelques limites possibles. en effet. C'est une démarche qui est très structurée, qui mise vraiment sur une montée en puissance graduelle de l'interaction et puis de l'autonomie. Elle vise à construire la compréhension par l'action, mais une action qui est encadrée, progressive. Son succès il repose beaucoup sur la qualité de la mise en œuvre et sur la capacité à l'adapter au contexte et aux apprenants. Donc, pour celles et ceux qui enseignent ou qui apprennent la programmation, ou même qui s'intéressent aux stratégies pédagogiques en général, cette approche UMC offre une piste concrète, une piste qui a été éprouvée sur le terrain et qui mérite réflexion et peut-être expérimentation. Tout à fait. Et pour lancer une dernière petite piste de réflexion, en écho à ce qu'on disait sur l'adaptabilité, imaginons qu'on veuille introduire non pas une structure de données comme la liste, mais un paradigme complet, comme la programmation orientée objet, la POO, avec ses concepts de classe, d'objet, d'héritage, de polymorphisme. C'est quand même un autre niveau d'abstraction. Oui, c'est clair. Comment on adapte UMC à ça? Est-ce qu'on commence par utiliser des objets déjà faits sans comprendre les classes derrière, puis modifier des classes très simples pour enfin créer ses propres hiérarchies de classes? C'est une possibilité. Ou est-ce que la nature même de la PPO, justement, à cause de ce niveau d'abstraction plus élevé, appelle une séquence pédagogique différente, peut-être moins linéaire? La question reste ouverte, je pense, et elle invite à continuer de réfléchir à la pédagogie d'informatique au-delà des recettes toutes faites.